Bonjour. Dans cette vidéo, nous aborderons le principe des prises en charge des fractures de type teardrop du rachis cervical. Cette vidéo a été réalisée par le Dr William Gerbeau sous ma direction. La teardrop est une fracture vertébrale qui peut intéresser le rachis cervical supérieur C1, C2 ou inférieur de C3 à C7. La teardrop représente 11% des fractures du rachis cervical inférieur, avec pour vertèbre la plus fréquemment atteinte la vertèbre C5, vertèbre centrale du rachis cervical inférieur. Dans au moins 33% des cas sont constatés un déficit neurologique médulaire ou radiculaire. Les deux contextes traumatiques les plus classiques sont l'AVP, qui est premier en termes de fréquence, puis plus historique et plus caractéristique, le cas du plongeur en eau peu profonde, le noyé avec un impact sur le vertex venu se heurter au fond, il se retrouve noyé sur l'atteinte neurologique qui l'empêche de s'extraire du milieu aquatique. Il s'agit donc d'un contexte traumatique de haute cinétique dont la prise en charge et le pronostic sont conditionnés par l'ampleur du traumatisme médulaire et neurologique. Pour en comprendre la biomécanique, l'exemple du plongeur en eau peu profonde semble être le modèle le plus accessible. Le plongeur, en s'impactant sur le crâne au fond, subit un mouvement majoritairement en compression sur son rachis cervical, auquel vient s'ajouter une composante en flexion. La compression résulte en un trait sagittal de l'avant du corps vertébral jusqu'à l'arc postérieur. La flexion se traduit, elle, par un trait frontal avec décrochage du coin antéro-inférieur. C'est le décrochage du coin antéro-inférieur qui représente la teardrop. Il existe une atteinte constante des structures disco-ligamentaires, soit supérieures, soit inférieures. Il existe systématiquement une atteinte du segment mobile rachidien qui est constitué par les différentes structures ligamentaires ainsi que le disque intervertébral. D'un point de vue biomécanique, selon Roy-Camille, la vertèbre se divise en trois colonnes. Une colonne antérieure avec le ligament longitudinal antérieur et la partie antérieure du corps vertébral. Une colonne moyenne comprenant notamment le mur postérieur, les pédicules, les lames ainsi que le ligament jaune. Une colonne postérieure avec les épineuses, le ligament longitudinal postérieur et le ligament supraépineux. Roy-Camille sur ce principe énonce plusieurs dogmes avec le premier dont découlent les autres, à savoir une fracture qui atteint deux colonnes est instable. La colonne moyenne n'est jamais fracturée de manière isolée. Une fracture de la colonne moyenne est donc a fortiori toujours instable. Le bilan d'imagerie de la teardrop fracture repose dans un premier temps sur le TDM, avec bien souvent un body scanner, et éventuellement dans un second temps sur l'IRM. Le scanner nous permet de réaliser le bilan des lésions osseuses dans le contexte d'urgence. La compréhension de ces fractures complexes repose sur un bilan d'imagerie de qualité afin de permettre une planification chirurgicale adaptée. Si le contexte d'urgence le permet, l'IRM nous renseigne sur les dégâts neurologiques et médulaires dont le scanner ne nous renseigne qu'indirectement. Lors du bilan d'imagerie, une kyphose cervicale traumatique supérieure à 20 degrés signe de manière quasi constante une souffrance neurologique majeure. Sur un déplacement du segment postérieur asymétrique, la constatation d'un syndrome de Brown-Séquard clinique n'est pas rare. D'un point de vue de classification, historiquement en France, il est de coutume de travailler avec la classification du professeur Argenson datant de la fin des années 1980. Elle se divise en 4 types, chacun comprenant 3 stades, du plus stable au plus instable, du moins à risque neurologique au plus à risque. Le stade A pour les mécanismes en compression, avec la fracture de type A1 qui est un tassement simple antérieur. Le type A2 avec éclatement du corps vertébral et recul du mur postérieur. Le type A3 avec détachement du coin antéro-inférieur, atteinte du segment mobile rachidien, fracture du corps vertébral et atteinte de l'arc postérieur. C'est notre teardrop fracture. Le type B pour les fractures en flexion, si elle est précédée ou suivie d'une extension, c'est le whiplash des anglo-saxons. Le type B1
c'est une entorse bénigne avec persistance des rapports articulaires normaux. La type B2, entorse grave, avec ses critères définis par Roy-Camille, elles sont diagnostiquées sur au moins 3 des 5 signes énoncés par Louis, à savoir antélesthésie corporeale supérieure à 3,5 mm pour les vertèbres en dessous de C4 et antélesthésie corporeale supérieure à 2,5 mm au-dessus de C4. Angulation des plateaux vertébraux de plus de 10 degrés, perte de parallélisme des coaptations des apophyses articulaires ou découverte de plus de 50% des apophyses articulaires. Et encore, écart interépineux anormal ou avulsion du processus épineux. La fracture de type B3, qui est une luxation en flexion, soit complète, soit pointe à pointe, soit associée à une fracture articulaire. Les fractures de type C en extension, pouvant elles aussi réaliser le whiplash si elles sont précédées ou suivies d'une flexion. À ne pas confondre avec le cou du lapin, qui nécessite un choc direct, postérieur, dans la nuque, pour engendrer l'extension. La type C1 est une entorse avec intégrité discale et osseuse. La fracture de type C2 avec une ouverture discale vers l'arrière en extension, réalisant un teardrop inversé possiblement ou une ouverture totale discale. Elles sont systématiquement associées à des lésions neurologiques et représentent moins de 2% des fractures du rachis cervical inférieur. Les fractures de type C3, figées en extension ou en flexion, présentent également elles aussi un pronostic neurologique redoutable. Les fractures de type D avec des mécanismes en rotation, la type D1, fracture articulaire unilatérale, soit de l'articulaire inférieur, soit de la supérieure, soit des deux. Elle représente 18% des fractures du rachis cervical inférieur avec des traumatisés neurologiques dans un cas sur deux. Les fractures de type D2, fractures qui viennent décrocher le massif articulaire dans son intégralité avec des traumatisés présentant une atteinte radiculaire qui est bénigne une fois sur deux. Les fractures de type D3 qui sont des luxations soit complètes, soit perchées pointe à pointe avec des lésions médulaires dans un cas sur deux. La prise en charge des traumatisés du rachis cervical inférieur, avec notamment l'exemple de la teardrop, s'organise en 2 étapes thérapeutiques successives. La première étape, le traitement d'attente par traction via un étrier notamment de Gartner, avec la technique de réduction de Vital qui s'effectue au lit à 30 ou 45 degrés d'inclinaison par traction progressive. On pèse environ 3-4 kg de traction pour compenser le poids de la tête, auquel on ajoute 2 kg par niveau discal entre C2 et la vertèbre lésée, avec possibilité de mettre en rotation contralatérale si la fracture présente une composante rotatoire. La plupart des fractures luxations sont réduites en moins de 48 heures. Le traitement d'attente est suivi par le traitement chirurgical. L'intervalle entre les deux est entre autres dépendant de l'évaluation neurologique du traumatisé. Le traitement chirurgical de la teardrop fracture débute systématiquement par un premier temps chirurgical antérieur, comprenant une dissectomie, avec 2 options possibles concernant le geste osseux. Si la fracture présente un petit déplacement avec un discret recul du mur postérieur ainsi qu'une petite diminution du diamètre canalaire, il est possible de réaliser une arthrodèse cervicale par voie antérieure, par plaque, avec greffon iliaque cortical. Si la fracture présente un déplacement majeur avec recul du mur postérieur et diminution du diamètre canalaire important, la décompression sera plus importante et sera réalisée par corporectomie avec greffon cortical, ciment armé et plaque antérieure. Au temps antérieur peut s'ajouter, si la décompression antérieure ne permet pas un bon rétablissement du diamètre canalaire ou si une instabilité persiste, un temps chirurgical postérieur, soit dans le même temps chirurgical, soit dans un second temps, pour une laminectomie associée à un vissage pédiculaire postérieur. Le vissage pédiculaire est une technique plus stabilisante que la fixation antérieure, mais qui, à lui seul, et même associé à une laminectomie, ne permet pas une décompression suffisante, selon le déplacement fracturaire. Illustration d'une chirurgie d'arthrodèse cervicale antérieure par plaque et vis. Illustration d'une corporectomie cervicale avec plaque antérieure et greffon armé. Illustration d'une approche chirurgicale combinée avec plaque et vis d'arthrodèse antérieure associée à un vissage pédiculaire postérieur. La teardrop fracture, c'est donc
un type spécifique de fracture du rachis cervical. C'est également deux grands tableaux cliniques différents, à savoir le polytraumatisé avec traumatisme médulaire versus polytraumatisé présentant uniquement une fracture du rachis cervical instable sans souffrance neurologique. Ces deux approches chirurgicales différentes mais complémentaires et en continuité l'une de l'autre.